Merci Hugues pour ce topo très intéressant. Enfin, le dernier topo, nous allons recevoir un grand chirurgien niçois dont le CV ferait pâlir la plupart des PUPH. Il est en pole position pour devenir le premier cyborg de la chirurgie. Plus besoin de blueprint pour planifier une PTE, il le fait avec son œil bionique. Je parle bien sûr de Marc-Olivier Gossy qui va nous parler d'immobilisation post-opératoire de la coiffe des rotateurs. Alors, merci de cette invitation pour les journées des jeunes arthroscopistes. Et aujourd'hui, j'interviens donc pour parler de l'immobilisation après chirurgie arthroscopique de la coiffe des rotateurs. Alors, c'est un vaste sujet et surtout, c'est un vaste débat, puisque de consensus, globalement, il n'y en a aucun et cela laisse la place à beaucoup d'idéologies et d'idées reçues. Et globalement, les pratiques ont très peu évolué depuis 20 ans. Les chirurgiens orthopédistes cherchent plutôt à protéger leur montage et globalement, quand on les interroge dans cette étude en 2020, ils ont plutôt tendance à immobiliser les patients. Les médecins éducateurs, eux, sont plus dans une logique de mobilisation précoce et leur but, c'est d'éviter la raideur post-opératoire et de limiter aussi les douleurs et la régression des patients. Alors, qui a raison? Globalement, ça reste encore difficile à prouver, mais on a quelques éléments de réponse. Et avant tout, il faut savoir à quoi on s'adresse. Euh, Quand on parle du tendon, d'une réparation de tendon, ceci est une épaule, vous le savez, mais une épaule, c'est 3 degrés de liberté. Une réparation qu'on cherche à obtenir entre l'os et le tendon, une cicatrisation, il n'y a pas de gaine. La complication principale que l'on redoute, c'est la re-rupture. Ceci est un doigt. Il y a un seul degré de liberté. Quand on cherche à réparer un tendon, on fait une réparation tendon sur tendon. Il y a des gaines, donc il y a un problème aussi d'encombrement. Et bien entendu, après, les complications que l'on va redouter sont plutôt les cicatrices et les adhérences. Donc on ne s'adresse pas du tout à la même problématique. Donc l'objectif de la réparation de la coiffe des rotateurs, et ça, il faut bien l'avoir en tête avant de réfléchir sur les modalités post-opératoires, c'est de diminuer la douleur, d'améliorer, récupérer les mobilités préopératoires, d'améliorer la force et de permettre cette cicatrisation entre l'os et le tendon. Alors, la question, c'est est-ce qu'on doit mettre une attelle ou est-ce qu'on ne met pas d'attelle? Alors, instinctivement, quand on va mettre une attelle, on va se dire qu'on va avoir une cicatrisation de meilleure qualité et que le patient ne va pas avoir mal. En contrepartie, on va penser que le patient va être plus raide et qu'il y a un risque de développement d'une atrophie musculaire. Si je ne mets pas d'attelle, par contre, je vais plutôt me dire que la mobilité va être plutôt meilleure et plus précocement, avec une reprise de l'activité plus précoce. Et par contre, que le patient risque, lui, peut-être de souffrir plus et surtout que le montage risque de lâcher et que la coiffe risque de se rompre à nouveau. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que quand on met une attelle, on le met sur un patient. Il faut reprendre le traitement du patient dans sa totalité, et en particulier quand on met une attelle, la démarche des patients est altérée, et surtout, ça augmente le risque de chute. Et ce qui est intéressant dans cette étude, c'est que le nombre de chutes est plus important quand on met une attelle à un patient pour un membre supérieur que si on le met dans les suites, comme vous voyez ici, d'une prothèse totale de hanche ou de genou. Ensuite, quand on met une attelle, le patient va être interdit de conduire. Il y a un code de la route pour ça. Et le fait de porter une attelle, c'est un petit peu comme quand vous téléphonez en voiture. Cela donne l'occasion d'une contravention de deuxième classe. Donc, c'est quand même handicapant. Et enfin, il y a un inconfort qui est patent, avec notamment des patients qui ne souffrent pas que de leur coiffe. Il faut savoir que 20% de la population que l'on opère a des troubles visuels qui sont associés, puisqu'on opère des patients qui, globalement, ont toujours plus de 50 ans. Donc, il faut aussi savoir le prendre en compte dans le traitement et la prise en charge des patients. Et puis, il y a aussi le problème de la compliance. Cette compliance, justement, qui a été étudiée dans cette étude de 2019, en fait, ils ont étudié le port de la telle. Et en fait, on se rend vite compte qu'il y a ce qui est écrit sur le papier, le port de la telle, et puis il y a ce que font vraiment les patients. Et en fait, 50% des patients portent la telle de façon correcte seulement. Et globalement, 20% des patients surestiment, c'est-à-dire un cinquième, surestiment le temps qu'ils la portent. Et ça, c'est en particulier relié à l'âge, qui ressortait ici comme le seul facteur prédictif, mais il y a quand même des tendances, et en particulier, les hommes ont tendance à la porter moins correctement que les femmes. Il y a le côté de niveau d'éducation, puisque les populations, on va dire, avec des études supérieures, la portaient mieux que les autres. Et puis, il n'y avait pas de différence finalement, que les patients soient tabagiques ou non, que les patients, ce soit leur bras dominant ou non.
Donc, globalement, quand vous prescrivez une attelle à un patient, dites-vous bien qu'il va la porter, la moitié d'entre eux ne vont pas la porter selon vos prescriptions. Donc, il faut aussi prendre cela en compte et le relier au niveau de handicap que cela va engendrer dans leur activité de la vie quotidienne pendant cette période que vous souhaitez, dans laquelle vous souhaitez l'immobiliser. Alors, pour en revenir à notre question et pour entrer un peu dans le dur, on va venir voir un petit peu les études in vivo, c'est-à-dire effectuées chez le rat. Et quand on fait les études chez le rat, on se rend compte que quand on immobilise un patient, ce que vous voyez ici en gris, ce que vous voyez ici en gris foncé, en fait, il va y avoir une meilleure cicatrisation en termes de qualité. C'est-à-dire que les fibres, des fibres de collagène vont être mieux orientées, c'est-à-dire avec moins d'angles de déviation chez les rats qui ont été immobilisés plutôt que ceux qui sont soumis à un exercice ou ceux qui sont en cage. Euh, de la même façon, la résistance de ces tendons va être beaucoup plus importante et de façon significative que les rats que l'on a fait mobiliser d'emblée. Alors, il faut prendre du recul vis-à-vis de ces études parce qu'en fait, quand on étudie le ligament croisé chez le rat, contrairement à la coiffe des rotateurs ici, en fait, on trouve totalement l'inverse. Donc, il faut aussi savoir remettre peut-être en question soit les protocoles, soit le fait qu'on étudie bien des rats et pas des êtres humains. Et puis, justement, puisque l'on parle des cliniques, études cliniques, il y a des grosses études. Alors, vous imaginez bien qu'il y a énormément d'études qui ont été publiées sur le sujet, mais on va retenir certaines qui ont été publiées dans des journaux de haut niveau, dans des rangs A. En particulier, cette étude de Kinner qui a été publiée dans JBJS donc en 2014, où ils avaient étudié 124 patients de moins de 65 ans pour une rupture de moins de 3 cm. Et ces patients, donc il s'agit d'une population très précise, ils avaient effectué une mobilisation immédiate versus une immobilisation pendant 6 semaines. Et on se rend compte qu'en fait, la mobilité à 3 mois est meilleure pour les patients qu'on a mobilisés d'emblée. Par contre, in fine, à la fin, il n'y a pas de différence de cicatrisation, il n'y a pas de différence de constant, et celui-ci continue à s'améliorer dans les 2 ans, mais globalement, les deux courbes se rejoignent, même si au départ, elles étaient significativement différentes jusqu'à 3 mois. Donc, finalement, pas trop de différence. On peut regarder cette étude aussi de Tierfort, de l'équipe de Alexandre Lederman. Chez 80 patients de tout âge confondu, ils avaient fait une mobilisation passive d'emblée, donc même rééducation pour tout le monde, sauf qu'ils avaient rajouté l'ATEL d'un côté, dans un groupe, et versus pas d'ATEL. Vous voyez quand même que l'âge de ces patients est globalement assez jeune, et ce dont on se rend compte dans cette étude-là, c'est que globalement, là où on va, en fait, il n'y a pas de différence de mobilité, quel que soit le groupe, et éventuellement, il y a moins de différence, il y a moins de douleur, pardon, en post-opératoire si la mobilisation est précoce, comme vous le voyez ici, à 6 mois. Les patients qui avaient été mobilisés précocement, en gris, avaient moins de douleur que les patients qui avaient été immobilisés. Donc finalement, il y aurait peut-être un avantage sur le terme de la douleur, ce qui contreviendrait un petit peu à ce que l'on avait instinctivement pensé au début sur le port de la tête. Et puis, quand on étudie le risque de re-rupture, en fait, mobilisation précoce versus ATEL, dans cette étude publiée dans Arthroscopy de l'équipe de Chips, en fait, encore une fois, on a les mêmes résultats avec des mobilités en termes de mobilité, de douleur, de force, et il n'y a pas d'impact sur le risque de re-rupture et retrouvé dans les deux populations un risque de re-rupture qui était similaire de l'ordre de 30% à 1 an, ce qu'on observe globalement dans les séries qui étudient les re-ruptures à 1 an. Donc, encore une fois, pas de différence, pas d'impact sur le risque de rupture non plus. Alors, on va se poser aussi la question sur le type d'attelle qu'on utilise. En fait, est-ce qu'on utilise plutôt une attelle en rotation neutre, un petit peu en abduction, ou une attelle coup de corps? En fait, ce que l'on sait, c'est que la rotation externe laisse plus de place en sous-acromial. Et donc, spontanément, on va penser aussi que, en théorie, on devrait permettre une meilleure cicatrisation, puisque l'espace laissé pour la cicatrisation serait meilleur. Ensuite, il y a aussi cette étude qui a été publiée dans les années 70 de Radburn, où il comparait en fait la vascularisation, une étude anatomique, entre les patients qui étaient maintenus en abduction sur cette coiffe cadavérique qui était infiltrée et cette coiffe qui était maintenue en adduction. Et en fait, on s'est rendu compte que la vascularisation était nettement meilleure chez les patients qui avaient une légère abduction par rapport à ceux qui gardaient une adduction stricte. Pourquoi? Parce qu'il y avait cet effet de chevalet, en fait, de compression au niveau de la partie haute de la tête humérale, qui entraînait une compression donc, de la coiffe et donc une diminution de la vascularisation qui peut donc être, on le pense,
en théorie, préjudiciable à la bonne cicatrisation du tendon. On retrouve aussi des études qui parlent d'une diminution de la douleur post-opératoire pour les attelles en rotation neutre. Et enfin, pour ce qui est de l'attelle d'abduction, elle est utilisée elle est rarement utilisée, et même à titre systématique, elle n'est pas utile, et cela a été aussi démontré dans une étude de arthroscopie de 2019. Alors, quel est l'impact aussi de le type d'attelle sur la qualité de vie? Parce que c'est important, les patients, vous leur mettez 6 semaines d'attelle et puis finalement, leur qualité de vie va être altérée. Et il faut savoir qu'en fait, selon le type d'attelle que vous allez mettre, l'altération ne va pas être la même. Puisqu'on se rend compte que pour les ARN versus les attelles coup de corps, en fait, l'ARN permet d'avoir une qualité de vie largement supérieure en termes d'activité et notamment en termes d'écriture, en termes d'utilisation du clavier d'ordinateur. Et vous voyez ici, ceux qui avaient une attelle de ARN, en fait, avaient un temps d'écriture pour le même texte sur un fichier Word que ils avaient un temps augmenté par rapport à ceux qui avaient une attelle coup de corps. Et il faisait aussi, ceux qui avaient une attelle rotation neutre, moins d'erreurs que ceux qui avaient une attelle coup de corps. Et de la même façon pour le tableur Excel. Donc en fait, dans cette étude, on se rend compte que finalement, le fait de porter une attelle en rotation neutre, on rend plus service en termes de qualité de vie aux patients que si on leur met une attelle coup de corps, ce qui va encore dans le sens de l'amélioration de la qualité de vie et du port plutôt d'une attelle en rotation neutre, en plus des arguments que je vous ai exposés dans la diapositive précédente. Alors, pour conclure, moi, ma rééducation, alors elle suit à la fois ce que j'ai pu lire dans la littérature et dans ces papiers de haut niveau de preuve, mais aussi ce qui a pu se faire dans l'école d'où je proviens, l'école du professeur Boileau. Globalement, chez les patients jeunes, je me dis que ces patients, ils vont vouloir avoir un tendon qui est cicatrisé correctement et avec une force et une tension, une activité importante sur ce tendon. Donc, chez les patients de moins de 70 ans, je vais plus avoir tendance à les immobiliser strictement pendant 3 semaines et à débuter la mobilisation passive. Je commence quand même le pendulaire parce que, encore une fois, le pendulaire, il faut bien savoir que vous allez surtout solliciter l'articulation scapulo-thoracique et très peu l'articulation gléno-humérale. Ça a été très bien démontré dans une étude, encore une fois, de Alexandre Laderman, qui démontre donc que la mobilité lors du pendulaire sollicite surtout la scapulo-thoracique. Donc, vous pouvez commencer pour délier un petit peu les épaules de vos patients par du pendulaire, même si par ailleurs, vous faites de l'immobilisation stricte dans la gléno-humérale. Par contre, les patients de plus de 70 ans, je souhaite éviter la raideur et donc spontanément, je vais effectuer une mobilisation d'emblée, active et passive, et porter l'attelle essentiellement la nuit et pour sortir, parce que ces patients-là, je me dis qu'ils sont plus à risque d'avoir une raideur et donc je vais beaucoup moins les immobiliser. Et surtout, le fait de leur retirer l'attelle, ils vont éviter cette régression psychologique qui font qu'ils se sentent malades. Et ça, c'est très important parce que ces patients, peut-être, ils vont mieux quand ils n'ont pas d'attelle parce qu'ils sentent qu'ils vont finalement bien récupérer et qu'ils sont guéris parce qu'ils n'ont plus d'attelle. Enfin, l'attelle d'abduction, je l'utilise que vraiment si c'est très rétracté, que j'ai dû faire une arthrolyse et que la coiffe avait du mal à revenir à son site de départ. Mais un facteur vraiment déterminant, et ça, je pense que c'est très important, c'est surtout la propension du patient à effectuer correctement son autorééducation. L'autorééducation est une importance majeure et les patients qui ont bien compris qu'ils devaient s'auto-rééduquer, eux, vont globalement avoir un bon résultat. Ils vont faire progressivement, sans douleur, à la maison, avec une orientation du kiné de 2 à 3 fois par semaine, et ils vont être moteurs et motivés dans la rééducation. Les autres, malheureusement, on aura beaucoup plus de mauvais résultats. Mais globalement, encore une fois, ce sujet est à mettre en perspective et surtout à relativiser. Avec quoi? Avec les principaux facteurs pronostiques qui sont relatifs, eux, au terrain. C'est-à-dire que vous avez beau avoir un protocole où vous dites c'est sans doute le meilleur du monde, globalement, votre patient, s'il fume, si c'est un accident de travail et s'il y a une infiltration graisseuse, on l'a encore remontré dans une étude qu'on avait effectuée pour le Schulter-Kous, globalement, ces patients, ils n'iront pas bien que vous mettiez une attelle ou que vous n'en mettiez pas. Je vous remercie. Merci Marc-Olivier pour ce topo. Maintenant, on va participer sur les différentes questions. Je vais laisser Simon gérer la partie questions. Okay. Bonjour à tous, merci à SFM d'organiser ce congrès. Je vais commencer, il y a 2-3 questions sur le chat. Aurore Blancheton demande si vous pratiquez le BIS, et si oui, en une seule injection ou en continu, et si en continu, sur combien de temps?
Bonjour à tous. Oui, effectivement, le bloc interscalénique, il est pratiqué de manière systématique et il est fait à injection unique, principalement en raison des contraintes logistiques pour le post-opératoire. Donc oui, systématique, le bloc à injection pour la réparation de la coiffe. Pareil pour toi, Thibaut? Oui. Bloc, pas de bloc? Non, ils ont tous un bloc, les coiffes chez nous. Ils sont en train de se poser un peu la question d'associer les blocs avec des infiltrations d'hexaméthasone pour réduire un peu le temps de bloc en fait en post-op. Donc a priori avec des résultats intéressants. À Nice, la pratique, c'est également des blocs? On fait des cathés à Nice qu'on va laisser chez le patient. Il va sortir avec son cathéter de l'ambulatoire et ils vont être retirés sur le lendemain de l'intervention. Donc ils conservent le cathéter en continu pendant 2 jours et c'est retiré par une infirmière à domicile. On ne fait pas de bloc en one shot. Marc-Olivier, tu n'as pas de souci justement avec ces cathéters dans sa gestion post-op parce que souvent, tu sais, ils sont fixés à la base du cou et ne serait-ce que les mouvements de rotation fait que rapidement ils se désadaptent. Et comme c'est des doses continues mais faibles, et en fait rapidement ils ont le rebond douloureux qu'on n'a pas tellement anticipé alors qu'on l'anticipe un tout petit peu mieux lorsqu'on a fait un bloc long avec la dexaméthasone et derrière bien sûr les antalgiques comme l'a décrit Hugues. Oui, alors l'idée c'est aussi que le bloc unique pouvait créer aussi ce rebond douloureux à H24. Il y a effectivement des complications propres au KT, puisque forcément à toute technique sa complication. Des fois on a besoin soit le KT peut effectivement être retiré, tomber ou ne pas fonctionner avec une fuite du produit. Si le KT reste plus de 5 jours, il a aussi été même publié des abcès au niveau du site du KT. Donc c'est pour ça, effectivement, ça doit être très encadré. Et les patients qui ont un souci d'encadrement peuvent de leur côté avoir juste des blocs uniques. Mais c'est vrai que le relais par les antalgiques semble plutôt bien organisé et permet aux patients de ne pas avoir mal, notamment de ne pas avoir ce fameux rebond post-opératoire. Ils ont une ordonnance qui est dédiée. Merci à tous. On a une autre question d'Elislock qui demande, se pose la question à propos des kinés. Comment bien connaître et faire confiance aux kinés? Est-ce que vous organisez des EPU? Est-ce que vous demandez des centres de rééducation après vos réparations de la coiffe de rotateur? Et est-ce que vous avez un listing ou pas à conseiller aux patients? Donc, on va commencer par Thibaut. Dans ton diapo, tu terminais sur faire confiance au kiné, savoir s'encadrer. Donc, faites comment vous ici? T'as pas ton micro, Thibaut. Excusez-moi. Effectivement, il faut avoir, je pense, qu'il faut avoir un réseau de kinés et il faut que les kinés auxquels on confie nos patients soient des kinés qui aiment rééduquer les épaules, qui s'y intéressent, qui se forment, qui écoutent les discussions comme celles qu'on a aujourd'hui. Et moi, je suis très prudent avec ça parce que dans la région où je suis, on a beaucoup de sportifs, y compris des sportifs du haut niveau, dont l'objectif est vraiment une récupération très intense, etc. Donc les kinés, ils ont l'habitude de prendre du sportif et de le rééduquer vite pour le remettre sur les skis ou le remettre au sport, etc. Et moi, je suis un peu inquiet parfois de confier mes coiffes, une grosse coiffe massive, 3 tendons, à un kiné qui va dire au patient, allez, feu, c'est parti, toi, faut que dans 3 mois, tu sois champion du monde d'escrime, etc. Donc, en gros, je sélectionne un peu mes kinés et c'est ça qui me permet, en fait, avec le réseau que j'ai réussi petit à petit à développer, je sais que si tel patient, je l'envoie à tel kiné, le kiné va s'adapter au patient, va typiquement, ce que tu disais tout à l'heure, lui rééduquer essentiellement la scapulo-thoracique en faisant un peu de pendulaire pour éviter toutes les douleurs de contracture musculaire périscapulaire au final, sans forcément trop bosser la glénohumérale. Et donc, je suis en confiance avec un kiné qui va faire ça versus un kiné qui va tenter de me récupérer de la rotation externe alors que j'ai fait un gros sous-scapulaire sur lequel j'ai mis 2 ans, 3 quoi.
Donc oui, il faut avoir un réseau et puis il faut essayer de discuter avec eux. Et dans l'idéal, moi, ils ont mon numéro de portable, ils m'appellent, ils me posent des questions par rapport au patient lui-même. Petite question par rapport à la cryothérapie. On l'utilise beaucoup en chirurgie du genou, notamment prothétique. Est-ce que vous l'utilisez à Toulouse, par exemple vous utilisez la cryothérapie en post-opératoire d'une coiffe de rotateur? On a un petit peu essayé les attelles réfrigérantes massantes, pour pas citer de marque que vous connaissez tous, qui sont très impliquées dans le genou en particulier. En fait, elles sont pas très ergonomiques, enfin, elles sont pas très sociables parce qu'elles sont très volumineuses et que même chez un patient qui est assis dans un canapé ou dans un lit, c'est pas très facile. Il est systématiquement poussé vers l'avant dès quand ça se gonfle et vers l'arrière lorsque ça se dégonfle. Donc, ce type de cryothérapie, on va dire massante, elles sont toujours à l'évaluation. On va recommencer à les avoir parce qu'on a un petit problème récemment. Les premiers essais n'étaient pas très concluants. En revanche, c'est vrai que dès le post-opératoire, et pour la plupart, c'est des patients d'ambu, j'insiste sur le fait qu'il faut qu'ils soient glacés immédiatement pour éviter ce phénomène inflammatoire. Alors, il y avait, c'est sûr, quelques études qui montraient que finalement la poche de glace bien placée était aussi efficace que toutes ces attelles un peu plus complexes et plus onéreuses. Je pense qu'il y a quand même quelque chose à retenir du genou. C'est-à-dire qu'une ligamentoplastie du genou, et on n'a peut-être pas tout à fait les mêmes problèmes, mais on en est parfois pas très loin. Une ligamentoplastie du genou va bien récupérer parce qu'il n'y a pas d'hémarthrose et parce qu'il n'y a pas de processus inflammatoire derrière, et c'est comme ça qu'il retrouve rapidement la flexion. Alors c'est vrai qu'en épaule, les hémarthroses, elles sont pas aussi handicapantes qu'au niveau du genou, mais c'est vrai que et les processus inflammatoires sont sans aucun doute, ils participent, mais un petit peu moins aussi. Mais quand même, je pense qu'il y a tout ce process à éviter. Donc oui, on insiste. Oui, on insiste pour glacer les épaules. Ok, merci. J'ai une question par rapport à la gestion de la douleur post-opératoire, Hugues. On voit souvent des patients revenir en consultation à 2-3 mois avec des patients qui nous disent ça allait très bien le premier mois et demi avec la telle, j'ai commencé la rééducation, là j'ai des douleurs qui sont plus importantes. Comment vous gérez ça? Est-ce que vous préconisez l'infiltration? Si oui, à quel moment? Alors, oui, c'est effectivement un motif de consultation. Alors, à 2-3 mois, je leur fais faire une échographie dans le centre pour vérifier la cicatrisation de la coiffe. Ça, c'est la première chose que je fais. Et si effectivement il y a une raideur articulaire qui peut faire évoquer un début de capsulite, notamment à ce délai à 2-3 mois, à ce moment-là, je leur fais pratiquer une infiltration en intra-articulaire qui doit être radio-guidée. Et souvent, ils sont quand même bien améliorés par cette infiltration, ce qui permet de les rééduquer après, notamment en balnéothérapie. Voilà, mais ce qui est important, c'est de vérifier d'abord la cicatrisation du travail qui a été fait, et par l'échographie. À Nice, vous faites également des échos à 3 mois pour vérifier la cicatrisation ou alors Alors, ce qu'on fait à titre systématique, et justement, on a eu le résultat assez récemment, c'est plutôt une IRM à 6 mois, ce qui permet d'établir la présence ou non d'une éventuelle rupture, enfin, au moins établir la qualité de la réduction. Après, je ne sais pas si c'est une technique sur laquelle je vais persévérer, parce que sur les 230 IRM post-opératoires qu'on a pu obtenir de réparation de la coiffe des rotateurs, en fait, on se rend compte qu'à 6 mois, il persiste dans la majorité des cas un hypersignal sur la coiffe, que le patient arrive en consultation, bon, il tire la gueule et il balance l'IRM sur le bureau en disant bon, a priori ça n'a pas marché, regardez le radiologue ce qu'il a dit. Donc c'est toujours compliqué de pouvoir lui expliquer ensuite que en fait c'est l'IRM, que c'est une question de signal. Donc l'échographie semble effectivement, alors du coup j'en ai pas l'expérience, mais peut-être un examen peut-être plus intéressant, surtout aujourd'hui que les échographies sont très améliorées. Mais l'IRM a tendance à pousser quand même à monter quand même les stades de Sougaïa sur le post-opératoire à 6 mois et c'est compliqué de l'évaluer. Je pense que je vais peut-être arrêter de faire des IRM suite à ça. Mais ça nous donne déjà une bonne base de données sur l'imagerie
malgré ce que je viens de vous décrire. Très bien. Alors, on va devoir conclure. Il nous reste quelques secondes. Je voulais vous remercier tous d'avoir participé à ça. Vous continuez à poser les questions. On y répondra au pire un peu en distance. Et je voulais remercier les différents orateurs et les modérateurs d'avoir participé à ce congrès. Merci à vous. Merci à vous. Merci.